Présente. Martial Chassigneux. Présent. Céline Duboué. Frédéric Becker. Présent. Marine Bruno. Elle est absente et j'ai pas le pouvoir. Procuration Mario André. Frédéric Roland. Il est donc absent. Procuration Vincent Joanneau. Antoine de Bernard. Oui, présent. Marianne Pelé. Oui. Jean-Pierre Léal. Oui. Laurence Meunier. Oui. Merci. Alors, le secrétaire de séance. Alors, Hassan Fadli. Deux secrétaires. Tous les deux. Deux secrétaires. Les secrétaires qui travaillent aujourd'hui. Hassan et Fadli. Donc, je déclare la séance du conseil municipal du 22 février 2021 ouverte. Nous allons passer. Alors, en premier, avant de passer à l'approbation du PV, je demande à ce que tous les votes par procuration soient clairement précisés au moment du vote. Donc que vous précisiez si vous votez pour vous et dans quelle mesure vous votez pour le mandant, que les choses soient claires quand on fait le compte rendu et surtout le procès verbal. Donc on va passer à l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 17 décembre que vous avez reçu. Avez-vous des remarques? Pas de remarques. Donc, oui, Bernard. Pour le procès verbal, j'ai déposé deux amendements Oui. concernant les compléments apportés au procès verbal, M. Joanneau. Oui. Voilà. Donc très bien, on en prendra note. On va vérifier les éléments que vous avez spécifiés dans votre courrier au regard donc, des éléments vidéo puisque nous avons une datation. Voilà. Je les ai envoyés il y a quand même pas mal de temps. Voilà, mais en tout cas, là, Ça n'a pas pu être vérifié, c'est ça? aujourd'hui, donc la séance du conseil a lieu aujourd'hui et pas demain. Donc on fera le travail demain. Et on rajoutera ce qui pourra apparaître comme retranscrit effectivement dans la vidéo. Donc approbation du procès verbal. Donc est-ce qu'il y a d'autres remarques? Moi, je voterai, puisque j'étais absent. D'accord, on va passer au vote, Jean-Pierre. Donc qui s'oppose au procès verbal? Qui s'abstient? Donc, J'étais absente voilà. aussi, moi c'est Donc, c'est la raison. Donc Laurence, Marianne, Claude Bernard et Jean-Pierre. Donc je considère que le PV est adopté. On va faire passer donc le registre des procès-verbaux pour votre signature. Et nous allons passer à la première délibération relative aux travaux de réhabilitation du cercle communal et avec une demande de subvention au titre de la DETR. Je donne la parole à Guylaine. Alors, les travaux de réhabilitation du cercle communal demandent de subvention au titre de la DETR. L'opération ayant été budgétée sur l'exercice 2020 et reportée, il convient de transmettre un dossier de demande de subvention au titre de la DETR 2021. Il est proposé le plan de financement suivant. Montant des travaux hors taxes, 34 804,92 €. La TVA se monte à 6 960,98 €. Le montant total des travaux TTC se montera donc à 41 000 euros. Je vais y arriver, 41 765,90 €. Le financement demandé, la DETR 40%, 13 921,97 €. Le CD 33, 36,20%, 12 599,38 €. L'autofinancement reste donc de 8 283,55 €. Avez-vous des questions? Pas ces chiffres. J'ai pas les bons chiffres. C'est pas exactement. Alors, les chiffres n'ayant pas été les bons parce que nous avons eu de nouveaux devis, nous avons revu les chiffres, notamment en fonction du devis du menuisier bois,
puisque les portes coupe-feu étaient un peu plus élevées que ce qui était prévu. Donc le devis du menuisier bois s'élève à 4 976,75 € hors taxe. C'est ce qui fait la légère différence entre les chiffres que vous avez et les chiffres réels qui seront demandés pour la subvention de la DETR. L'autofinancement sera de 8 283,57 €. Il y a peu de différence, mais il y a une petite différence. Tout à fait. Petite remarque. Monsieur Bernard. Oui, alors moi j'aurais 3 remarques à vous faire. D'abord, je tenais à vous remercier d'avoir reporté la réunion du conseil municipal à ce lundi, puisqu'elle était prévue le mercredi dernier. Ce qui a permis, en fin du mois, ce qui me concerne, je pense que pour les autres c'est la même chose, mes autres collègues, de préparer les éléments vraiment utiles au débat en conseil municipal. Donc ma première remarque porte sur dans le cercle et en particulier ce qui se passe actuellement, ce qui s'est passé, notamment sur les conditions de réalisation des travaux qui ont commencé par des bénévoles. Voilà. Donc vous prônez à plusieurs, et c'est très bien, les règles de sécurité, les conditions de travail pour les agents communaux. Et là, dans le bâtiment communal qui est non ouvert au public, puisqu'il n'y a pas encore les autorisations, des bénévoles interviennent sans aucune règle de sécurité. On a vu sur les photos, les EPI, les échelles, etc. Rien ne correspond. Enfin, je ne vais pas développer tout ça. Donc, je voulais savoir si l'association est déjà occupante des lieux, alors que la commission de sécurité autorisant l'ouverture n'est pas passée. Donc il y a des problèmes de responsabilité quand même clairs. Alors en plus, il y a, je sais pas, mi-février, ouais, le week-end, il y a eu dans le foyer Rionnais, cette association sous l'égide de M. Mazy, donc il complétera si c'est nécessaire, il verra de lui-même, 23 personnes qui ont participé à un repas, alors que les règles sur le Covid sont très strictes en la matière. Donc qui est responsable de tout ça? Est-ce que vous pouvez, M. Joanneau, sur ce premier point, apporter quelques réponses? Je vous en remercie. Sur la réhabilitation du cercle communal, puisqu'il s'agit en l'occurrence de cette délibération, donc aujourd'hui, je précise qu'il y a un chantier, qu'il y a des travaux qui sont faits par des bénévoles, dûment assurés, la mairie aussi. Donc je vous remercie de votre question, puisque ça me permet d'apporter ces précisions. Ça permet, qui plus est, de préciser que cette contribution bénévole permet de diminuer la charge des coûts des travaux. Cette contribution bénévole permet aussi, qui est encadrée par les élus ici présents, qui permet aussi de pouvoir maintenir une dynamique collective, alors même que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui les associations sont en souffrance. Et donc je vous remercie beaucoup aujourd'hui de prêter attention à ces questions de sécurité, des questions pour lesquelles vous avez pris peu d'intérêt sur les 6 dernières années. Donc je suis ravi que tout le monde et dont vous rentriez dans une démarche de progrès et d'améliorer son regard sur la vie publique. Donc auquel cas, voilà, je n'ai simplement rien à rajouter à votre propos très polémique. Merci, M. Dardy. Bien. Madame Barbaro, continue. Excusez-moi, je peux juste une petite précision dont je ne doute pas un instant que les bénévoles soient assurés, mais ils sont assurés par l'ASSO ou par la municipalité? Par l'association. D'accord. Et donc nous avons des éléments de preuve que l'association peut développer une activité, contrairement à d'autres associations qui n'avaient pas, qui pouvaient ne pas avoir de police d'assurance à proposer pour utiliser certains outils. Pour compléter la réponse à votre question, ce projet-là est suivi par M. Villa, architecte, qui a envoyé toutes les demandes nécessaires au SDIS et à la commission de sécurité. Et le projet a été validé favorablement par le SDIS et par la commission de sécurité. Oui, alors justement, Madame Barbaro, je voulais, ma deuxième question, je pense que ça va être, c'est pour compléter la rencontre qu'on a vue ensemble. D'ailleurs, je tenais à vous remercier
devant l'ensemble de vos collègues sur l'accueil qui m'a été réservé par vous-même, très agréable. Et je serai un plaisir de revenir sur des dossiers qui vous concernent. Ce n'était pas le même cas pour Martial. Oui, alors le devis, vous l'avez réactualisé puisque vous m'avez fait passer le devis de menuiserie. Alors j'ai une question à poser, elle est sans polémique, je vous assure. Il y a des devis qui ont été faits, mais est-ce que les deux Rionnais ont été consultés, c'est-à-dire la société menée par le menuisier, M. Pelé, et l'autre menuisier, M. Jacquet? Alors nous n'avons pas consulté M. Pelé, nous avons consulté M. Jacquet qui n'a pas répondu à D'accord. l'appel d'offres. D'accord. D'accord. Donc très bien. Alors tout à l'heure vous parliez des travaux réalisés par les bénévoles. Je précise néanmoins qu'il y a un certain, si vous me le permettez, et je me le permets tout seul même, de préciser qu'il y a combien d'artisans de Riance vont intervenir, combien de corps de métier de Riance. Le maçon, le plâtrier, le plombier. 3 artisans de Riance interviendront sur le chantier. Sur scène. Question suivante. Bien, non, c'est toujours dans la même, je vais pour compléter. Vous parliez des travaux réalisés par les bénévoles et de M. Villat, l'architecte. Quelquefois, quand des bénévoles interviennent, parce que ça se produit déjà par ailleurs sur d'autres affaires, ça peut générer des problèmes, ou plutôt que d'en régler. Et ensuite, les artisans qui ont fait des devis à partir d'une situation donnée particulière, ils se trouvent dans une autre situation, et ça peut, je dis bien, générer un surcoût par rapport à leur devis initial. Alors justement, afin qu'il n'y ait pas de surcoût et que nous soyons plutôt d'ailleurs à la baisse sur les devis une fois que nous aurons les facturations, les bénévoles font plus d'ailleurs du nettoyage que des travaux véritables, parce que comme il va quand même falloir poser des étés et des choses comme ça doit être fait par des artisans, parce qu'il nous faudra la garantie nécessaire. Avec M. Bargue et M. Fadli, nous avons fait plusieurs réunions avec également les artisans et également l'architecte pour savoir exactement ce qu'il convenait de faire comme nettoyage, faire au cercle, et ce qu'il convenait de laisser aux artisans. Je revois régulièrement les artisans pour voir si ça correspond. Ils reviennent régulièrement voir dans le bâtiment pour voir si tout est bon pour eux, et jusqu'ici tout va bien. Donc en théorie, nous ne devrions pas avoir de surcoût, mais très honnêtement, dans un vieux bâtiment comme ça, quand on fait de la rénovation, on ne sait jamais trop sur quoi on va tomber au final. Mais on espère que nous respecterons le financement, voire que nous serions peut-être un petit peu en dessous. En tout cas, c'est la demande que nous avons faite à M. Villard. D'accord. Donc la question c'était sur la cour, je crois que je vous l'avais posée, sur les travaux, vous m'avez répondu qu'ils n'étaient pas pris en compte. Dans la cour, il y a des murs libres au-dessus des WC, je sais qu'il y a un mur libre, il y a eu un constat de fait là, avec un huissier. Il y a un mur libre qui peut présenter un danger, il y a des pierres qui ne sont pas bien accrochées, tout ça. Est-ce que ça c'est fait ou par les bénévoles, ou est-ce que c'est pris en compte ça? Jusqu'à présent, que ce soit M. Villard ou que ce soit le maçon, ils ont dit que cela ne posait pas de problème. C'est eux qui le font. Merci. Et s'il vous plaît, non, j'avais 3 questions. Oui. Enfin 3 remarques, pas des questions, oui, questions-remarques. Lors d'un dernier conseil, M. Jouanneau, vous avez indiqué qu'il serait réalisé l'isolation thermique, qu'il y aurait une deuxième tranche de travaux dans cet important chantier. J'ai cru comprendre que c'était ça. Donc l'économie d'énergie aujourd'hui, elle prime dans tous les travaux qui peuvent être faits dans les collectivités ou chez les particuliers. Pourquoi ça a été différé, cette partie essentielle des travaux? Vous savez bien qu'on est tenu d'essayer d'avoir un projet sobre, et on fait aussi en fonction d'un budget que nous avons défini. Donc nous verrons dans un second temps, ultérieurement, le niveau des travaux d'isolation thermique qui s'avérera nécessaire. Mais pour l'heure, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est réouvrir le cercle en tenant compte de toutes les exigences de la commission de sécurité. D'accord. Donc, Monsieur Bernard, pour compléter un petit peu dans ce que vient de dire M.
commencé à réfléchir sur les diagnostics thermiques des bâtiments communaux, et bien entendu le cercle, en se disant on fait des travaux, que faut-il penser faire pour réfléchir à ces dépenses énergétiques, notamment quand le bâtiment est grand, sachant qu'on rouvre le cercle uniquement sur le bas. Il nous a été conseillé d'attendre de voir quel serait le projet de ce bâtiment et de voir ce qu'on allait faire à l'étage, etc., pour après dimensionner et le chauffage et l'isolation. Donc effectivement, ça fait vraiment partie de notre réflexion globale sur tout projet. Bon, mais c'est cohérent, merci. Voilà. Merci de votre réponse. Donc, et puis je vais en terminer, vous en avez parlé un petit peu, Madame Barbaro. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a une augmentation par rapport au seuil? Parce qu'on est à la limite du seuil des 40 000 € dans les travaux. Donc, s'il y a une augmentation des travaux, bon, vous allez veiller à éviter. Dans le cas d'une somme supplémentaire, on n'est plus dans la même procédure de comparatif de devis, on est dans la procédure au MAPA. Est-ce que vous ne craignez pas, est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire directement un MAPA, tout simplement, et bénéficier de prix peut-être plus intéressants et être couvert sur le plan réglementaire? C'est ça la difficulté. Il semblerait que les artisans que nous avons choisis se sont quand même engagés à respecter à minima leur devis. Donc on essaye justement de faire dans leur sens, de faire baisser, mais certainement pas monter. D'accord. Et puis de toute évidence, nous n'avons pas la pratique de ne pas maîtriser les coûts originaux et de ne pas faire d'avenant au marché public. Merci. D'autres questions? D'autres questions? Non, c'est bon. On passe au délibéré. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Merci de votre confiance. Mise en place, délibération relative à la mise en place d'un dispositif de vidéoprotection avec demande de subvention au titre de la DETR. Je donne la parole à Martial Chassigneux. Effectivement, donc vous l'avez sous les yeux, vous l'avez sur vos tables. Donc la commune souhaite effectivement mettre en place un système de vidéoprotection de manière à limiter, prévenir les actes de malveillance qu'on peut constater sur certains secteurs de la commune. Qu'on se comprenne, je vais enlever mon masque pour qu'on entende mieux, qu'on se comprenne bien tout de suite, c'est pas une baguette magique ou un remède miracle, hein, la vidéoprotection, pardon. L'installation de ce dispositif permettrait une prévention sur le site, c'est-à-dire que dès l'instant où les individus malveillants, pour ne pas les nommer, peuvent savoir et le sauront qu'un dispositif de vidéoprotection existe, il est légitimement compréhensible et dans leur comportement de constater que cette délinquance a tendance à se déplacer. Donc c'est un petit peu notre objectif. Donc effectivement, l'installation de ce site aurait donc les différents buts que je peux vous commenter, qui sont listés sur le document que vous avez sous les yeux. Donc faciliter l'identification des auteurs d'infractions. J'apporte des commentaires en même temps. Une caméra de vidéoprotection, qu'est-ce que c'est? C'est un témoin qui a vu. Mais la caméra, elle est là 24/24. Elle ne voit que ce qu'elle voit. Ce qu'elle ne voit pas, elle ne peut pas dire ce qu'elle a vu, hein, mais ce qu'elle a vu, elle le voit. Donc ça, c'est une information qui a cet avantage. Renforcer le sentiment de tranquillité. Alors, je vous avouerai qu'au départ, certains habitants peuvent se dire mince, on va mettre des caméras, on n'est pas à Chicago ou à Los Angeles, qu'est-ce que c'est que ça? Ça peut faire un petit peu peur. On comprend. Pour avoir visité avec un collègue de travail, Hassan, on a visité une commune voisine qui a installé un système de vidéoprotection. Et nos interlocuteurs nous ont confirmé que même les habitants qui, à l'origine, pouvaient être un petit peu réfractaires, un peu inquiets en se disant qu'est-ce que c'est que cet univers fliqué dans lequel on va arriver, eh bien, 2-3 ans après, eux-mêmes demandaient aux élus, tiens, quand est-ce que vous mettez des caméras chez nous? Parce que, quelque part, ça sécurise. C'est psychologique, mais ça fait partie d'un élément qui permet de sécuriser le sentiment de tranquillité. Renforcer la sûreté de la voie publique.
sûreté, c'est pas sécurité, hein. La sûreté, c'est le délinquant qui franchit un mur qu'il ne devait pas franchir par-dessus. Donc, ça a un comportement sur les délinquants proprement dit, pas la sécurité, la sûreté. Permettre une intervention plus efficace des services de sécurité. Donc, évidemment, le fait d'avoir des images enregistrées quand il a pu y avoir un acte malveillant, évidemment, on travaille en partenariat avec la gendarmerie, parce que la gendarmerie est contente, évidemment, d'avoir ce témoin oculaire mécanique, numérique, qui peut apporter des éléments qui aident à résoudre des interrogations que peut se poser lors d'une enquête la gendarmerie. Dissuader par la présence ostensible de caméras. Alors, dès l'instant où effectivement je dis on pour tout le monde, pour vous, pour moi, pour des personnes éventuellement malveillantes, dès l'instant où on sait qu'il y a un système de vidéoprotection qui est installé, je dirais intuitivement, on a plus tendance à se tenir à carreau, comme on disait quand on était à l'école, parce qu'on se dit, mince, je peux être filmé, même si on verra les caméras, évidemment, il n'y en aura pas partout, mais on peut très bien se dire, où est-ce qu'ils en ont mis? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui peuvent me filmer que j'ai jamais vu, hein? Donc, de toute façon, on préviendra à l'entrée et à la sortie de la ville que ces caméras sont installées. Donc, ce système participe à calmer un peu certains sans chauds qui pourraient se dire « Tiens, on peut déconner ici, tranquille, il n'y a personne, c'est bon ». Voilà un peu ce qu'on entend par dissuader par la présence ostensible de caméras. Il y en a certaines qu'on verra, puis d'autres que vous verrez peut-être moins, parce qu'on ne va pas faire une publicité franche et directe. Regardez, elles sont là, et on ne va pas vous dire exactement ce qu'elles filment. Vous verrez, voilà. Et pour donner un exemple très concret, les caméras, il y a un dôme dessous, et on ne voit pas dans quel endroit elles filment, on ne voit pas, donc on se tient carreau, et puis voilà. Donc ça fait partie de la dissuasion. Réduire le nombre de faits commis, donc encore une fois, ce n'est pas la baguette magique, ce n'est pas le remède miracle. On a pu constater dans les communes où ça a été installé que dans la mesure où ça fait un petit peu peur, que c'est un peu dissuasif, effectivement c'est l'objectif recherché, ça ne supprimera jamais à 100%, on le souhaiterait, mais ça c'est quelque chose qui peut effectivement beaucoup limiter dans l'emplacement aux endroits ou dans les environnements où ce matériel est installé, ça peut limiter le nombre d'incivilités remarquées. Alors, le chiffrage qui vous est proposé, après si vous avez des questions, je peux bien sûr répondre. Hein. Vous avez deux... On y va alors. Moi, je voudrais simplement savoir si vous avez déjà délimité déjà combien de caméras et délimiter les endroits où vous allez où elles seront posées. Voilà. Donc ça va être posé d'idée initiale, pas l'idée initiale, c'est l'idée. Donc aujourd'hui, le City Stade est quasiment une zone vague, un terrain vague. Et depuis des années, donc on a deux infrastructures qui sont le City Stade et le skatepark. Sur le territoire, quand on a 15 ans, où il n'y a pas d'offre sociale culturelle, il n'y a pas d'accompagnement, d'animation, eh bien, de part et d'autre, des coteaux de Capian, de Soulignac, on vient en mobilette, voilà, des jeunes viennent sur cette zone-là. Et donc, parce que c'est le seul lieu où des jeunes de 15 ans peuvent se retrouver et puis vivre en groupe et apprendre la société, et apprendre la vie en groupe. Et mais apprendre, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'adultes. Donc, il y a eu depuis des mois et depuis plusieurs années des actes, des incivilités, vous le savez, vous vous en rappelez, il y a des actes de violence, des actes de délinquance, de comportements en tout cas inappropriés sur ce lieu, qui nuisent d'une part au voisinage, mais qui nuisent aussi au public de jeunes même, qui nuisent à la réputation de notre commune. Et donc, le sens de cette délibération, c'est de focaliser les protection sur cette zone-là. Aujourd'hui, la question serait différente sur l'espace public fréquenté globalement par les adultes. Là, ce sont des jeunes.
Et les jeunes, ce sont des publics vulnérables, ce sont des mineurs, et nous considérons que c'est de notre responsabilité d'élus, de faire face à cette urgence, et à l'échelle des maigres moyens dont nous disposons, de pouvoir mettre en place ce dispositif sur le site Stade. Alors, je ne donnerai pas ici les caractéristiques de l'équipement, pour raison de sécurité. Il n'en demeure pas moins que, comme Martial le disait, la question c'est pas la recette miracle, et que ça n'est que l'écume de ce qu'on doit mettre en place, nous adultes et nous élus, sur le territoire, pour aider notre jeunesse à s'insérer, à se construire socialement. Et donc, aujourd'hui, nous militons auprès de la communauté de communes qui a la compétence, pour qu'elle mette en place un dispositif, non pas d'animation, parce que l'animation, c'est l'animation culturelle, on gère des groupes, mais de pouvoir proposer une offre socio-éducative adaptée à la diversité des jeunes qui fréquentent notre commune. Les jeunes qui fréquentent le skatepark et le City Stade de Rions ne sont pas que des Rionnais. Il y a beaucoup plus des extérieurs que des Rionnais. Et donc, aujourd'hui, nous, en État Rions, on doit faire ce qu'on peut faire, mais le volet de la prise en compte de l'offre socio-éducative, c'est la communauté de communes qui doit le prendre en compte. Donc on va se battre avec des maires de la communauté de communes pour que la communauté de communes se positionne clairement sur cet accompagnement-là. Il n'y a pas un jeune qui ressemble à l'autre. Donc, et clairement, ce n'est pas nous, à Rions, qui allons pouvoir créer un dispositif, parce que ça va au-delà de nos moyens et de nos compétences. Donc, pour marcher sur nos deux jambes, du point de vue éducatif, il faut l'accompagnement et puis il faut le coercitif. Donc, le dissuasif, pardon. Donc, c'est vraiment essentiel. Il n'y a pas une réponse sans l'autre. Alors tout ça pour savoir en fait le coût qui nous est indiqué là, c'est pour combien de caméras en place? Alors, comment est-ce qu'on a fonctionné? Donc, je continue ce que disait M. le maire. Donc, nous avons exposé auprès du service de gendarmerie, du groupement de gendarmerie de Bordeaux. On a exposé nos problèmes de sécurité ou d'incivilité sur le village, qui est plutôt, où on a plutôt constaté les soucis dans la zone City Stade Skatepark. Donc cette structure de gendarmerie qui est spécialisée dans l'installation des systèmes de vidéoprotection, ils nous ont sorti le grand jeu, pour dire en quelques mots, et ils nous ont proposé tout un système pour mailler tout le village. Top. Nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement la zone City Stade. Pardon. Donc, il y aura moins de 10 caméras sur toute cette zone qui couvre également la sortie de l'école. Donc, parce que c'est un point chaud, c'est comme le disait M. le maire, il y a les enfants et on n'a pas le droit de laisser David Croquette faire la loi là-bas. Donc, il faut qu'on accompagne. Vous rappelez que le préfabriqué a été saccagé. Ah oui, tout à fait. Vous rappelez que des vitres de l'école ont été cassées. Et plus d'une fois, oui. Voilà, et plus d'une fois, oui. que ça a coûté cher. Que le stade a eu des dégradations. Voilà. Et donc, il y a des endroits stratégiques comme ça, bien sûr. Et donc il y a un certain nombre de caméras, je vous dis, il y aura moins de 10 caméras qui vont être installées sur cette zone. Bien évidemment, on ne filme que la zone publique, c'est-à-dire si certaines caméras, je prends la maison de M. Mazzi, que tout le monde connaît, qui pourrait être dans le champ d'une caméra, techniquement, avant la mise en route du système, il faut savoir que les techniciens floutent et on ne peut pas, donc on ne voit pas, on masque si jamais on voit une partie d'un jardin. Voilà, tout ça c'est très très cadré. Le but de ma question, c'était juste de savoir Non, c'est cette zone. Combien de dispositifs correspondent le devis, quoi, voilà. Non, il y a moins de 10 caméras. D'accord. Et c'est un devis qui a été fait par nos sociétés. Alors, on a sollicité 3
sociétés. On a reçu 3 sociétés différentes qui nous ont fait des offres avec le même cahier des charges. On leur a évoqué en s'appuyant sur les recommandations du groupement de gendarmerie, parce qu'ils sont plus professionnels que nous, hein, même si on a beaucoup appris au fur et à mesure. Et donc, c'est la société 6 Aquitaine qui nous a fait une offre qui nous a paru la plus intéressante, qui est celle que vous avez dans le chiffrage qui est là. Pour info, je dois dire que sous le mandat que j'ai fait avec M. Despujol, on avait fait un devis, il y avait 6 caméras, mais réparties sur l'ensemble du bourg. Il y en avait pour plus de 40 000 euros, Oui. à l'époque. Hein. Oui, oui. Ça ne m'étonne pas, parce que il y a le problème, si vous répartissez, il faut ramener l'information. Et ça coûte cher. Hein. Il n'y a pas la fibre partout, et dès l'instant où on met une caméra, il faut qu'elle soit alimentée en 220, et il faut que... Alors, le prix du matériel a baissé, parce que aujourd'hui, la technologie s'améliore, parce que ce témoin dont je parlais tout à l'heure, Hassan, je vais te donner la parole, ouais. Ce témoin dont je parlais tout à l'heure, il faut que l'image soit bonne, parce qu'on ne va pas mettre 13 000 € d'argent public pour avoir des images qu'on ne peut pas exploiter. Donc il faut que ce soit d'une bonne qualité. Heureusement, par rapport à il y a quelques années, la technologie monte et on arrive à avoir, grâce à un secteur assez recentré, parce que si effectivement il faut rapporter, parce qu'il faut stocker quelque part toutes les images que la caméra filme, s'il y a du chemin, de la distance, que ce n'est pas en ligne directe, qu'on ne peut pas passer en radio, ça coûte. Hassan ? Et la chose la plus importante, c'est qu'on est un village classé. Oui. C'est qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi. Absolument. On ne peut pas mettre... ça, c'est très oui, même important. pour ça. Oui. Même pour ça, on est obligé. Ah oui, il faut bien le dire. C'est un Oui, village oui. classé, on ne peut pas mettre n'importe quoi. C'est pas... On voulait mettre un poteau là. On va pas mettre des grosses paraboles. Oui, on va pas brosser Une caméra rouge. C'est des Oui. on va voir à travers les cagoules. C'est pour cela que nous sommes allés voir des communes avec des secteurs sauvegardés pour savoir quels sont les dispositifs qu'ils ont Ah ouais, choisis c'est vrai. et voilà, quelles ont été les techniques et les lieux d'implantation, de façon à ce que les architectes des bâtiments de France ne s'opposent pas à l'installation de ce dispositif. Je veux juste ajouter quelque chose, c'est qu'on est élu et en même temps on est habitant. Donc c'est-à-dire si on fait quelque chose, on ne le fait pas parce qu'on est élu. On a des enfants aussi. Donc on passe pas qu'à on passe à tout. C'est-à-dire qu'on réfléchit, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas comme ça, on se dit tiens on met les caméras, on réfléchit parce que c'est vrai qu'il y en a qui disent oui mais on repousse le vandalisme à notre village. Mais quand ils ont placé eux, ils n'ont pas pensé à nous. Hein. Et quand on est sur les journaux, tout ça, on dirait le village de Rions, on ne dit pas c'est le village Altel. Donc c'est nous qu'on est responsable. Donc on est arrivé à tel point qu'on discute pour ça, pour voir ce qu'on peut faire. Et puis, quand vous regardez autour de nous, je pense que c'est un système qui arrive de plus en plus. Voilà. Merci. Monsieur Bernard. Oui, alors, d'abord, je te remercie de ton accueil. Il a fait beaucoup d'efforts pour me donner des informations parce que j'ai été surpris, j'ai eu, à l'inverse de Madame Barbaro, un dossier vide. Hein? Non, pas tout à fait. Oui, il y avait le fameux devis, le nom de l'entreprise et la somme, et le reste avait été occulté. Sachant que, pour que ça soit dissuasif, il faut que les caméras soient quand même visibles. Et puis, il y aura de l'information, à mon avis, là-dessus. Bon, le dossier était vide. Mais on va compléter tout ça aujourd'hui, je pense, parce qu'il manquait des informations intéressantes. La vidéo, vous le savez, moi j'y suis pas favorable, elle comporte des risques pour notre liberté individuelle, et elle y porte atteinte. La liberté individuelle dans notre société, c'est la première liberté fondamentale. C'est la liberté d'aller et venir. C'est vrai qu'on ne peut pas y faire n'importe quoi. Mais de là y mettre de la vidéoprotection, c'est un pas quand même, il faut quand même bien y réfléchir et bien en débattre. Monsieur Joanneau, est-ce qu'il y a une étude globale sur toute la commune, sachant que dès que ça va être mis en place dans le secteur, là, les Boulous, là, adeptes des incivilités, mais ils vont aller se déplacer. Ils vont aller à Bouit, ils vont aller, s'ils n'y vont pas de temps en temps, place Jarry, place Casalet, toutes nos places, ils vont s'y retrouver. C'est éclairé, c'est confortable,
Voilà, donc la question, est-ce que les riverains n'ont pas demandé la même chose partout? Et c'est ce qui s'est passé à Cadillac, qui est une ville classée, donc pour les histoires de poteaux, tout ça, Cadillac est un exemple. Ils vous diront ce qu'il faut faire ou pas faire. Voilà, et puis, c'est une question un peu double, quelles sont les incivilités qui sont visées exactement par cette mesure? Moi, voilà. Concernant, ce qui me fait plaisir déjà, c'est que dans votre question, vous exprimez déjà quelque chose. On va se vous voyez alors. Oui, enfin Jean-Claude, enfin je sais pas. Mais non, Jean-Claude, dans ta question, il y a déjà quelque chose qui me plaît, c'est que tu as dit les incivilités vont se déplacer. Donc déjà quelque part, c'est un aveu formidable d'efficacité intuitive. Donc ça, j'en suis content. Si effectivement, dès l'instant où on va mettre des vidéos, une vidéoprotection sur une zone, elle risque de se déplacer, c'est que c'est déjà efficace. Donc déjà, c'est pas 13 900 € qui sont dans une poubelle. Ça, c'est déjà capital. Je dirais, après, on va voir, c'est de l'argent public, on ne va pas le gaspiller et faire n'importe quoi. Mais c'est déjà un gage d'efficacité. Alors, est-ce que... Monsieur Bernard, je vais vous dire, si on faisait blanc, vous diriez noir. Le problème est Si pas là. si Je suis défavorable. Je parle. Si je disais noir, vous diriez blanc. Donc, quelle que soit votre position, j'en prends note et je vous remercie de votre question. Bien, donc la deuxième question, je peux continuer s'il vous plaît? Alors la deuxième question, c'est sur la forme de la délibération, et je n'ai pas trouvé ça dans le dossier. À mon avis, la délibération ne peut pas être valide car elle est très incomplète. Elle ne fait pas apparaître la réglementation dans le domaine de la vidéoprotection qui est très stricte. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelle est la réglementation dans ce domaine, la loi et tout ce qui tourne sur le plan réglementaire autour de ça? Alors, dans le devis que nous a fait SIS Sécurité, ce sont évidemment des professionnels, nous ne sommes pas des professionnels en la matière, mais c'est contractuel pour eux et c'est obligatoire pour eux, ça fait partie de leur charte de fonctionnement et d'existence. Ils nous encadrent du début jusqu'à la fin pour monter tout un dossier qui est soumis aux services préfectoraux, puisque ce n'est pas nous qui pouvons décider tout seuls de faire cette installation de matériel. Une fois qu'on a dessiné l'installation, il y a tout un document qu'on appelle qu'on soumet à la commission préfectorale. Il y a une commission départementale qui donne son aval ou pas en fonction des éléments qu'on lui transmet, c'est-à-dire il y a beaucoup d'informations sur qui sera autorisé à visualiser les images, où seront-elles stockées, pendant combien de temps. Donc tout ça, c'est très cadré. Le local sera-t-il sécurisé? Tout ça, ça fait partie des informations. On ne pourra pas tous se promener, aller voir dans le bureau de monsieur le maire ou dans le blocos, comme on va appeler le petit local où on va positionner ce matériel. On ne pourra pas aller tous s'amuser à regarder. Non, il y aura 1, 2, 3 personnes peut-être sur la commune qui seront capables de visualiser ces images. C'est les réponses. La question que je posais, c'était tout ça, de façon à avoir des réponses quand même précises. Qui va gérer les images qui vont être produites? Alors, je vais vous quel est le délai de conservation des images? Alors, les règles, c'est celle-ci. Le délai de stockage, c'est 3 semaines. Et il y a certaines, ce sera des élus habilités qui seront nommés en préfecture et qui consulteront, qui visionneront les images a posteriori sur commission, sur demande écrite de la gendarmerie. Donc, et chaque visionnage des images donnera lieu obligatoirement à une procédure très stricte de images et qui permet de contrôler les extractions de fichiers, etc. Donc les choses sont très claires. Voilà, il y a juste de la rigueur dont nous faisons preuve chaque jour et je vous remercie de votre question. Oui, mais sur la délibération, le minimum c'était de faire un rappel sur les textes réglementaires par rapport à l'autorisation préfectorale, parce que si on n'a pas l'autorisation préfectorale,
tu as dit, Martial, il va donner son aval ou pas, le préfet. Bien sûr. Et on va se lancer Mais pour tout. Est-ce que- Le cercle, il faudra que la Non, commission non, de sécurité mélange donne. pas. On va pas mélanger. Mais les non, deux mais je consignes. mélange pas, mais c'est la même chose, c'est pour que vous compreniez, parce que j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. On ne peut pas Si. tout mettre l'ensemble de ce qui doit être prévu. Est-ce que la caméra sera bien reliée à la terre? On ne l'a pas mis dans la délibération non plus. Mais ça y sera, tout ça. Donc ça fait partie du package global, parce que la société 6 Aquitaine, c'est des pros. Et dans le contrat, il est prévu, dans le devis, il est prévu qu'elle nous accompagne du début jusqu'à la fin pour que ce soit bien dans les règles. Et nous ne travaillons pas aux doigts mouillés. On ne fait pas des investissements quand on a une idée qui passe par la tête parce qu'on a vu quelque chose à la télévision. Nous faisons clairement, nous avons fait appel à la brigade de la sûreté et de la prévention de la malveillance de la gendarmerie pour nous éclairer avant d'aller voir des entreprises. Donc nous sommes bien encadrés, tout simplement. Dernière question. Je vais terminer sur une question, c'est confirmer votre impression qui disait tout à l'heure, je fais une proposition dans ce domaine et vous allez être contre. Donc je vais argumenter le fait que je suis effectivement contre, malgré que vous m'ayez rassuré sur l'aspect réglementaire et la protection des libertés. Aujourd'hui, on ne connaît pas le budget pas voté, on ne connaît pas le compte administratif. Les priorités pour les habitants, à mon sens, j'entends quand même beaucoup de gens parler, ne sont pas là-dedans, mais plutôt dans les voiries dégradées, l'école, la fibre optique, l'aire de jeu qui est cassée, etc. Et là, on est parti sur une première tranche. Alors c'est pernicieux, bon, c'est un choix qui va être fait par le conseil municipal, mais c'est pernicieux parce que vous lancez une opération de protection de ce secteur et vous avez argumenté, mais il va y avoir forcément une demande dans les quartiers à venir parce qu'ils vont se déplacer. Moi je les ai rencontrés pendant le confinement, je te l'ai raconté. Ah, oui. Ils voulaient me vendre des sandwichs. J'ai vu les sandwichs, ce que c'était. Voilà. Donc, je confirme effectivement mon désaccord avec cette Mais vous êtes en train de nous dire que les gendarmes, il ne faut pas qu'ils viennent, parce que quand les gendarmes viennent, ils s'en vont ailleurs. Non, il y a d'autres. Ça va pas. Moi, je vous peux. remercie, Si, monsieur Bernard. voilà, Je moi, constate je que vous peux êtes- développer une autre façon de procéder. D'accord. pour Je éviter ça. constate que vous êtes contre Oui. la tranquillité sur la voie publique. Non, pas contre la Je tranquillité, constate mais contre aussi- ce Je principe-là. constate aussi que vous oubliez que l'aire de jeu est cassée depuis 2017. Je constate aussi que la voirie est complètement dégradée depuis de longues années sur les zones de Tapis, Fontenay-Réau, et puis sur Pujol, et puis dans le bourg. Voilà, et donc nous payons un héritage lourd de votre inconséquence. Merci. Il y a plus de questions? Vote. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vous propose cette fois-ci qu'on se rapproche plus particulièrement donc, du budget. Le montant des travaux hors taxe, donc j'espère qu'on a bien tous les mêmes chiffres cette fois-ci. Donc le devis s'élève à 13 996,63 €. Ce financement se déroule de deux manières, donc c'est pour ça que vous avez deux délibérations. Il y en a une, c'est quasiment les mêmes. Donc il y a un financement avec la DETR, 25%, pour 3 499,16 €, et un financement demandé à hauteur de 50% par le FIPDR, 6 998,31 €. Il reste à autofinancer par la mairie, donc 3 499 €. Donc alors, pour la première délibération qui concerne la 2021-003, qui concerne le financement par la DETR, donc qui est contre? Donc une voix, deux voix? Non, je suis tout seul. Ah oui, il n'y a pas de procuration. Qui s'abstient? Moi, je m'abstiens. Et Marie-Lise Bonneau aussi s'abstient. Ok. Et je Ça fait m'abstiens deux. et je voudrais faire une intervention qui est importante pour moi. J'explique mon abstention. Bien volontiers. Je vais enlever mon masque si ça ne vous dérange pas. Donc, le point de départ, c'est l'agression de Patrick Mazzi. Mais l'origine, c'est la prise en charge des jeunes sans encadrement et sans lieu de rencontre. La commission des affaires sociales, d'ailleurs, s'en était saisie pour proposer des pistes de travail telles que journée d'information sur la responsabilité des parents, la mise en place de nouvelles activités pour les jeunes.
En complément, un travail de longue durée d'analyse des incidents, agressions, incivilités avec le pôle social de la CDC et des différents acteurs concernés par la sécurité publique, gendarmes, éducateurs, animateurs, doit être engagé plus fortement. Je suis bien consciente qu'il est nécessaire de répondre rapidement à la situation actuelle, mais aussi à toutes les incivilités constatées sur le territoire. Dans nos réponses, nous devrions prendre en compte toutes les possibilités à notre disposition. Le travail avec le représentant du CISPD, Conseil de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place d'un ou de référents de quartier habilités par la gendarmerie, la mise en place d'activités pour les jeunes, comme le CAP 33 par exemple. Et en ce qui concerne la vidéoprotection, c'est un outil aidant, mais c'est une réponse partielle. En effet, elle n'empêche pas les incivilités qui se déplaceront vers d'autres lieux. Le système aide à leur résolution plus rapide, 2 fois plus de chances au dire des gendarmes. Et enfin, le traitement des images et leur conservation pose un redoutable problème de liberté publique. L'ensemble de ces raisons justifie mon abstention. Merci. Je vois que nous sommes parfaitement d'accord sur la nécessité d'apporter des réponses claires au niveau social et socio-éducatif sur le territoire. Je remercie Marie-Laure et Marilyn pour la contribution aussi qui affirme notre position politique d'exiger que la communauté de communes se saisisse bien de ces engagements, de cette nécessité de faire face à l'évolution sociale de notre jeunesse sur le territoire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on observe une mutation de la sociologie, de la composition sociale de la population de notre territoire, qu'on a des populations urbaines qui s'installent de plus en plus sur notre territoire et qui n'ont pas les mêmes habitudes, les mêmes demandes d'animation que ce que nous pouvions avoir il y a 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans sur le territoire. Donc sur le territoire, on ne peut pas raisonner comme il y a 30 ans. La société change et notre territoire change. Donc, nous mettons au vote. Donc, la première délibération, donc la demande de subvention au titre de la DETR est donc adoptée, moins 2 abstentions et une. Concernant le même dossier, mais puisque ça fait l'objet de la délibération numéro 2021-04, donc vous avez les mêmes éléments, hein, je ne vais pas vous les reprendre en détail, mais dans la mesure où c'est un financement spécifique concernant cet organisme qui s'appelle le Fonds interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Donc nous effectuons la même démarche et nous sommes donc amenés à mettre cette résolution à votre approbation également. Donc concernant cette FIPDR, qui est contre? Monsieur Bernard. Qui s'abstient? Moi et Marie-Laure. 2 voix. Et le reste étant pour, cette délibération est donc adoptée. Voilà pour moi. Et je vous remercie de votre attention. Je vous remercie pour cet exposé brillant, cher collègue. Ensuite. Non, si j'avais été brillant, je vous aurais convaincu. Non, mais je suis contre le fond. C'est pas servi, je pense. Non, mais... Alors, je vous propose de passer à la 4e délibération relative à une contribution de principe à la participation de la commune de Riance au projet de l'Historic Party. Le projet de l'Historic Party est un programme de recherche qui est porté par l'Université de La Rochelle, composé de différents chercheurs de la région Aquitaine. Ce programme de recherche a été déposé à la région Aquitaine en décembre 2020 et qui vise à recenser le patrimoine de façon participative avec les associations, les habitants et les élus. Et cet inventaire-là va être spatialisé, c'est-à-dire que quand on gère des données aujourd'hui, des données qui sont très nombreuses chaque jour, on appelle ça des data. Les data sont des informations numériques sur des logiciels. Donc quand on gère au quotidien l'urbanisme, par exemple, on gère énormément d'informations. Et donc aujourd'hui, la loi invite fortement les collectivités à accroître leur connaissance
patrimoniale des territoires, à améliorer leur connaissance des réseaux, de quasiment chaque mètre de réseau électrique, d'eau, de gaz, etc. Et donc l'État a cette exigence-là. Et donc, dans ce contexte-là, l'Université de La Rochelle nous propose de participer à ce programme-là. Donc, en Gironde, il y a les communes de Talence et de La Réole qui sont candidats à ce projet et qui a vocation ensuite, cet inventaire-là, donc des bâtiments, des éléments que l'on considère tous patrimoniaux. Par exemple, chacun peut considérer le patrimoine un regard sur le patrimoine qui est différent. Pour certains, ça va être un patrimoine ancien et d'autres, ça va être un patrimoine très, très contemporain. Donc chacun va apporter sa contribution. Toutes les données vont être rassemblées, traitées, et ça va permettre ensuite de valoriser notre territoire, notre commune. Je vous rappelle que nous sommes actuellement dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, que nous avons pris du retard sur l'identification de tous les éléments patrimoniaux qui doivent être intégrés, si on veut les protéger, qui doivent être intégrés dans le PLUI. Donc on essaie de rattraper ce temps de retard et ce programme-là va nous y aider. Ce programme-là va nous aider aussi à mieux instruire, à mieux instruire les demandes d'urbanisme qui nous sont faites chaque jour. Parce qu'aujourd'hui, quand on traite les données patrimoniales lors des procédures d'urbanisme, eh bien, on n'a quasiment aucune donnée. Donc l'idée, c'est de pouvoir inscrire ces éléments patrimoniaux, qui peuvent être une vieille ferme, un lavoir, une fontaine, un chemin, un souvenir aussi. La mémoire locale est très importante et notamment, je pense aussi beaucoup à nos viticulteurs qui prennent de l'âge et qui ont des témoignages à nous apporter et qui peuvent faire l'objet d'une collecte pour ensuite les valoriser dans le cadre d'exposition au vote. Je vous rappelle aussi que nous sommes actuellement dans le projet de PISA et d'histoire, que nous allons avoir des besoins de valorisation, donc de matériaux, et que ce dispositif va nous permettre d'abonder de constituer un socle de connaissances que nous pourrons utiliser avec les habitants et les associations pour mieux valoriser notre commune. Donc ce travail va durer 3 ans. Il y a encore on va nous proposer un calendrier d'action à partir du mois de septembre, puisqu'on aura la réponse de la région pour savoir si le programme de recherche est financé en juillet prochain. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de déclencher une délibération pour participer, pour prendre une décision pour financer notre contribution. C'est simplement une délibération pour dire nous sommes partants pour travailler sur le projet. Et une fois que la région aura donné son accord à ce programme de recherche, à la rentrée, nous prendrons une délibération pour finaliser notre participation financière à ce programme de recherche. Donc il n'y a pas d'engagement financier aujourd'hui à ce stade de ce que nous vous proposons. Sauf que s'il y a un engagement là aujourd'hui, donc après forcément l'engagement pour le côté financier sera obligé de pas forcément, c'est un accord de principe. On peut invalider notre principe. Mais comme nous sommes honnêtes, c'est dire voilà, la somme est relativement faible. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on a un ordre de grandeur? On répartit sur 2 exercices, 1 500 € par an, pour un bénéfice pour la commune considérable. Avez-vous des questions? Oui, M. Bernard. Monsieur Joanneau, alors, je m'excuse de vous embêter ce soir avec ces 3 délibérations, mais elle demande quand même quelques précisions, celle-là. Alors là, je n'ai que 2 petites questions, mais elles sont quand même de taille. Pourquoi La Rochelle? Et quelle est la raison sociale de ce consortium? Rien n'est précisé. On ne connaît pas les noms des chercheurs. Est-ce que ce sont des chercheurs, d'ailleurs?
Est-ce que c'est un groupement privé ou public, ou des étudiants, ils font souvent ce genre de choses pour réaliser leur thèse, parce que c'est quand même payant, c'est pas gratuit. Et quelles sont les références dans ce domaine, en matière d'historie partie, Y ou IE à la fin? C'est Y. Voilà. Donc, ça demande quand même des précisions. Voilà. Alors, je vais vous en apporter une, mais avant tout, je vais vous dire, Donne-nous le nom des chercheurs. faites attention, ils pourraient vous vendre des sandwichs. Donc, le nom des chercheurs, aujourd'hui, donc, il se trouve que vous avez des... Voilà, il y a vous prenez par exemple Caroline Lemao. Voilà. Elle est dedans. Non, mais... Elle est dedans, voilà. Je ne vais pas vous lister, je veux dire, c'est tout simplement savoir travailler. Savoir travailler, c'est aussi travailler en équipe. C'est avoir du réseau. Je suis désolé si vous ne connaissez pas l'université. Monsieur Pouget, il est dedans? Comment? Monsieur Pouget est dedans? Oui, oui. Monsieur Pouget est Oui. dedans? Oui, oui. Oui, oui, je connais bien Monsieur Pouget. Je ne vais pas Très vous bien. donner, je vais pas vous raconter ma vie. Donc, vous Et posez je une peux question. d'ailleurs, Je termine, donc vous je posez une peux faire question. circuler ça. Vous posez une question. Faites-le passer s'il vous plaît. Vous posez une question, donc pour laquelle vous avez déjà la réponse. En partie, je n'avais que Monsieur Pouget qui s'intéresse à ça. J'ai trouvé un petit document qu'il m'a envoyé datant de 2019 sur la communauté des communes de Marennes. Oui. Et alors? Non mais voilà, c'est tout. Donc la question était d'en savoir un peu plus sur les raisons sociales de ce consortium. Parce qu'ils sont plusieurs. Donc je comprends que vous avez besoin peut-être d'explications sur la recherche universitaire. Je suis désolé si vous n'avez pas les clés. De toute évidence, je ne suis pas là pour apporter des réponses à toutes vos lacunes. Mais non, c'est pas question de lacune, c'est à préciser dans la délibération quand On n'a même. pas à donner. C'est Alors, un chèque en blanc. Martial, est-ce que c'est pertinent de donner le nom de la structure qui va financer la vidéoprotection? Non. Donc tu as dit 6, voilà. Eh bien, l'Université de La Rochelle, c'est la structure qui portera le projet. C'est la structure. Vous comprenez ce que ça veut dire? Voilà, c'est l'équivalent. Voilà. Un établissement public. Établissement public. Bien. La deuxième question, vous avez donné en partie la réponse, puisque j'ai travaillé avec des collègues dans l'ancienne municipalité pour la mise en place du label Pays d'Art et d'Histoire. Il y a une structure qui a été créée, et dans cette structure, ils ont prévu, ils ont peut-être même d'ailleurs commencé ce travail, le travail que va faire ce consortium-là, avec l'OTEM, le conseil départemental et la mairie de La Réole, tout ça de façon gratuite. Donc, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de se rapprocher d'eux, de faire intervenir aussi la Concom pour une participation financière, la communauté des communes, pardon, pour une participation financière, puisqu'il y a quand même Cadilla qui est également classé site patrimoine remarquable. Donc on a deux cités, il y a une compétence portée par la communauté des communes. Là je vois dans le document, je vous le fais passer, s'il vous plaît, c'est la communauté de communes de Marennes qui est intervenue sur ce projet. Voilà la question, avant de partir sur une dépense de 3 000 €, est-ce qu'il ne serait pas quand même plus judicieux de faire des recherches auprès de ces structures-là? Je vous remercie de votre question. J'en prends bien note. Très bien. Alors je vais conclure, Monsieur Joanneau, je vais conclure. Alors ça se voit peut-être pas, parce que je ne suis pas agressif, mais je ne suis pas du tout content de cette orientation qui est prise, parce que c'est une étude qui va coûter quand même 3 000 €, plus il faut acheter un vidéoprojecteur, il y aura la mise à disposition d'une salle, tout ça sur les deniers publics. Depuis votre élection, les études, ça n'arrête pas, on fait que payer sans faire entrer d'argent. Donc, je demande moi qu'on annule cette délibération. Vous jetez nos deniers publics par les fenêtres. C'est de la dilapidation, excusez-moi, organisée de l'argent des autres. Alors que votre rôle, c'est de gérer l'argent public en bon père de famille. Donc, on est parti sur une usine à gaz
qui va nous coûter 3 000 € au départ et on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Alors qu'il y a des structures, le fonds est intéressant, c'est évident, il y a des structures qui peuvent participer à ça. Donc je voterai aussi contre cette délibération par rapport à ma conclusion. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de votre contribution notoire à la réflexion. Je préciserai néanmoins que nous ne travaillons pas au doigt mouillé, nous n'avons pas cette prétention et on préfère s'entourer des experts plutôt que de jouer à l'enfant prodige. Merci. D'autres questions? D'autres remarques? Donc, nous mettons au vote. Qui s'oppose à cette délibération? Merci. Qui s'abstient? Merci de votre confiance. La délibération est approuvée. Délibération relative à la rétrocession de la concession de Madame Rank à la commune. Je donne la parole à Evelyne. Le maire peut prononcer la délivrance et la reprise des concessions. Le 2 juillet 2020, le conseil municipal a autorisé le maire à exercer cette faculté. La doctrine et la jurisprudence ont admis que seul le fondateur de la sépulture peut rétrocéder à la commune, qui n'est pas obligée de l'accepter, la concession vide de tout corps. Monsieur et Madame Rank proposent à la commune la rétrocession de la concession perpétuelle acquise le 11 juin 1996 pour la somme de 5 000 francs située au cimetière Rions, numéro 140, plan 1-297. La concession étant vide de tout corps et compte tenu de l'existence d'une liste de personnes en attente de concession libre, il est par conséquent proposé au conseil municipal d'approuver le principe de retrocession à la commune de la concession dont les bénéficiaires, monsieur et madame Rank, n'ont plus usage. Y a-t-il des remarques? Ça se fait à titre gratuit. Marianne? Quel est le motif de cette rétrocession de monsieur et madame Rank? Déménage. Déménager. Ils abandonnent la concession. C'est quel type de concession? Perpétuelle. Non, le type. Ah, pardon. Est-ce que c'est Un monument familiale ou historique? une collective? Non, c'est familial. Familiale. Je pense qu'il y a une petite confusion sur l'article. L'article est bon, 21-22-22, mais l'alinéa 8 parle de reprise et de délivrance. Le terme n'est pas exact. Une rétrocession, ce n'est pas une reprise. La reprise, quand il y a une procédure d'abandon. Donc, je pense que l'alinéa 8 n'est pas bon. La modification pour que ça colle bien. Parce qu'il faut vraiment que l'alinéa 8, c'est vraiment la reprise, et pour qu'il y ait une reprise, il faut qu'il y ait un abandon de concession. D'accord. Donc, or là, ce n'est pas le cas. Oui. On t'en reparlera. D'accord. On va très très vite. C'est dans le cadre de la reprise. Oui, c'est dans le cadre de la reprise. Une concession. Pardon ? L'alinéa 8 parle de la reprise, mais également de la délivrance. Oui, mais ce n'est pas une rétrocession. Oui, mais ça peut être assimilé à on délivre. Non. Non, mais on fera un point Non, pour que ça colle exactement. Il faut vérifier. C'est un détail, mais voilà, pour que ça colle bien. La somme de 5 000 euros, vous êtes basé sur... C'est pas 5 000 euros, c'est francs. 5 000 francs, pardon. Ouais. Vous êtes basé sur quoi? C'est la somme initiale qui a été déjà C'est la somme d'achat. Voilà, c'est l'achat. Et nous, on peut le préciser, parce que c'est écrit là. Non, non. Nous, on n'en achète pas. Il n'y a pas de compensation financière. Non, on l'a pas Nous, noté. nous, on n'en achète pas. C'est la valeur. Il ne me l'a pas noté. Donc, Alors. nous avons repris les textes de la vie communale. Il parle donc c'est vu le Code général des collectivités territoriales, plus spécialement son article L21-22-8, et donc il considère la demande de rétrocession présentée par habitant concernant la concession funéraire dont les caractéristiques sont, on parle bien de rétrocession. Pas dans l'alinéa 8. Voilà. L'alinéa 8, c'est vraiment reprise Oui.
Mais C'est une reprise. Oui, mais quand il y a... C'est le texte qui fait foi. Donc on a repris le texte sur la rétrocession et il fait référence au niveau du vu à l'alinéa 8. Mais on vérifiera. C'est un détail. Ouais, je pense que ça. On t'en reparle pour que tout soit calé. D'accord, ok. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération est adaptée. Donc, Adoptée, pas. Et adapté aussi. Adaptée aussi. Elle a tout celle-là. Elle a tout celle-là. Tout. Alors, donc, On peut faire les deux. Hein. nous passons aux questions diverses. Donc, sur le compte-rendu des décisions prises au sein de la communauté de communes pour l'Avance-Garonne. Donc, Fred. ouais, tu veux t'en répondre peut-être Voilà, ça suffira. Pour information, que les choses soient complètement transparentes, aujourd'hui, il y a une difficulté, la difficulté majeure, c'est qu'aujourd'hui, la commission finance n'a toujours pas été réunie. Donc elle va être normalement réunie début mars. Pour des raisons à la fois personnelles et internes à la communauté de communes, nous le déplorons vraiment. Ça pose un souci au niveau des AC, ça pose un certain nombre de problèmes à tout niveau. Donc au mois de mars, ça va être assez lourd puisque le budget le budget doit être voté de façon très très proche. On n'a toujours pas eu d'éléments financiers. Donc ça, je voulais le partager avec vous. La situation est très, très difficile, parce qu'en termes de visibilité pour les investissements de la communauté de communes, on ne voit pas clair. Il y a nécessairement aujourd'hui une réflexion qui est menée sur les compétences qui seront à garder ou pas. Donc il y a certaines compétences qui sont sur le grid. Et puis, il y a aussi une compétence sur laquelle nous allons devoir statuer, c'est la compétence de la mobilité, aussi, savoir si la communauté prend la mobilité. Le dossier est particulièrement complexe. Avantages, inconvénients, parce qu'il y a beaucoup de paramètres dans les négociations avec la région. Et puis, en même temps, la mobilité sert l'activité économique. Et donc, on ne peut pas non plus faire comme si ça n'existait pas, parce que mieux on se déplace sur le territoire, et mieux aussi on consomme sur le territoire, mieux on vit sur le territoire. Donc la décision devrait être prise pour la fin mars, pour savoir si on prend la compétence sur les mobilités. Je donne la parole à Audrey sur la question des... on le verra plus tard. On pourrait sur les déchets, Voilà, et après sur la commission environnement, après c'est un suivi des études sur le lac de la Romée et l'île Réunion. Sur la question des digues, puisque suite aux crues, à la grande crue, donc il n'y a pas eu de dégâts particuliers sur la commune. Il y a eu des terres en palier qui ont été mouillées assez longuement, mais bon, sans dommage pour les bâtisses. J'attire simplement l'attention, donc il y a une digue qui a cédé à Rions, mais cette digue n'a pas été référencée. Donc elle ne peut pas rentrer dans le régime de catastrophe naturelle. C'est une digue qui se situe au Baquet. Voilà. Peut-être qu'avez-vous des questions sur les sujets au niveau de la communauté de communes. Alors, charte des associations État et communes. Donc la commission association État-Communes a souhaité promouvoir le rôle des associations sous l'angle d'une valorisation. Nous souhaitons valoriser les associations dans le rôle social et dans leur capacité à construire les politiques publiques de la collectivité.
Savoir que les associations, ce ne sont pas juste des associations qui ont un intérêt. Ça peut être le foot, ça peut être l'animation locale. Pour les jeunes, les moins jeunes, c'est aussi, c'est bien plus que ça, c'est que ce sont des vigies sur la commune. Les responsables associatifs sont des courroies de transmission, qui sont au courant de beaucoup de choses, qui ont un regard sur le public qui les accueille et qui les anime. Et nous souhaitions valoriser leur action dans un cadre, dans le cadre de la laïcité et dans le cadre des valeurs démocratiques, de transparence de la vie publique, dans le cadre de l'élaboration, nous souhaitons aussi apporter des éléments et des engagements sur la transparence des critères d'attribution des subventions. Et donc, nous nous sommes appuyés donc, sur cette charte-là qui a été élaborée par l'État, les collectivités locales et le mouvement associatif depuis de longues années et que de très nombreuses communes et communautés de communes ont mis en œuvre en France. Donc, aujourd'hui, donc, le travail d'information a été fait et nous souhaitons pouvoir ensuite, à partir de ce cadre-là, de pouvoir construire un espace de dialogue en permanence avec les associations pour construire le projet d'animation locale de notre commune. Voilà. Ensuite... je peux faire un petit commentaire, monsieur le maire? Oui, vous pouvez. Donc ça, c'est une présentation très, très optimiste. C'est sorti en 2014, ce texte. Nous, on avait fait le choix, la municipalité, de ne pas l'appliquer parce que c'était des petites associations, c'est compliqué à les faire entrer dans un système aussi lourd que ça. Alors, pour quelle raison toutes les associations n'y ont pas adhéré à cette charte, puisque certains ont refusé de signer cette charte des associations, et il y en a quand même pas mal. Alors, quelles sont les associations qui ont refusé de signer cette charte? Quelles sont les associations? Il y a l'association qui concerne le motoclub. Oui. D'accord. Là, récemment, c'est en train sur les réseaux sociaux, ça sort partout, il y a Beau Hasard qui a refusé, il y en a moins de 2. Il y a une association, je ne vais pas quand même donner son nom, mais qui m'a dit c'était ça, si je ne signais pas, je n'aurais pas la subvention. Il y a une association qui m'a dit ça. Tout à fait. Il y a une autre association, alors je ne sais pas si elle l'a signée ou pas, en toute honnêteté, c'est la fanfare. Alors, je ne sais pas si elle l'a signé ou pas, mais ils se posaient des questions là-dessus, je ne sais pas. La chasse aussi se posait des questions, je ne sais pas s'ils l'ont signé ou pas. Donc, voilà, donc c'est une charte quand même qui a l'air d'embêter beaucoup de présidents d'associations. J'ai vu sur le Facebook de la mairie, vous avez fait la réunion avec donc, ces associations, et elles n'étaient pas nombreuses à y participer, elles n'étaient pas nombreuses du tout. Elles se comptaient sous les doigts d'une main estropiée. Donc, négatif. C'est le copil. Négatif. Celui que vous avez vu la semaine dernière, c'était pas ça. Ah ben, le copil, c'est pas toutes les associations. Je vous propose... C'est pas lié. Non. Enfin, certaines associations n'ont pas signé, donc c'est pas aussi rose que vous l'indiquez. C'est tout. Alors, je pense que quand on parle, il faut se renseigner. C'est à moi de je me renseigne si vous voulez. D'abord, il faut avoir lu la charte. Je l'ai lu. Vous devriez continuer. D'abord, le motoclub a signé. Bon, mais voilà. Bon, en fait, ça fait beaucoup de je ne sais pas, je ne crois pas. Donc j'aimerais que vous n'altériez pas la qualité des échanges que nous essayons d'avoir dans cette assemblée par des insinuations inutiles. Ensuite, je pense que tout simplement, par rapport à... Je pense que vous vous contentez d'aucune des choses. Le mirage auquel vous croyez à chaque fois que vous voyez une information à la télévision ou sur un écran. Je vois pas trop la télévision. L'instance participative, vous ne savez pas ce que c'est. Les personnes présentes ont été nommées par les autres associations. Je vous remercie de votre remarque très peu pertinente une nouvelle fois. On va voir l'avenir là-dessus. De toute façon, les chartes avec les associations, je me permets d'en parler parce que à l'époque, je m'occupais des associations avec Patrick. On avait signé des conventions avec beaucoup d'associations. Moi, j'étais
favorable à ça parce que je trouve, comme beaucoup de personnes dans les conseils municipaux, qu'il y a des associations qui profitent un petit peu voilà, hein, les mairies sont devenues, pour certaines, bien sûr pas pour tous, hein, mais pour certaines, des vaches à lait, avec aucune activité dans les villes ou dans les villages, enfin, ou très peu pour justifier de la subvention. Donc, je trouve, enfin moi j'ai toujours prôné ça, en tous les cas, que les associations qui ne sont pas, ou très peu concernées vraiment, et il y en a dans le village, hein, certaines, qui fonctionnent un petit peu comme des commerces, ou donc ne sont pas dignes d'avoir de subventions, parce que les subventions, comme on le rappelle très souvent, c'est de l'argent des contribuables, des gens du village. Donc il me semble que la moindre des choses quand même, c'est que ces associations soient un petit peu redevables vis-à-vis des habitants qui... Il ne faut pas non plus s'imaginer que ce sont grâce aux associations qu'un village vit, c'est réciproque. Donc il me semble que ce sont des contrats, hein, puisque en plus je crois que ça a tendance à se généraliser dans beaucoup d'endroits, parce que les maires, en tous les cas, ont un petit peu assez de distribuer du pognon comme ça, ce qui est normal. Donc je ne comprends pas trop quel serait le motif vraiment de refus de certaines associations. Voilà. Je partage ton regard, je pense que nous sommes quasiment tout le monde à le partager. Et je sais aussi que tu sais aussi le rôle des associations dans la constitution du tissu social. Aujourd'hui, c'est très clair. Les associations, quasiment presque toutes, n'ont plus d'activité. Et on voit l'état dans lequel se trouvent les populations. Les gens souffrent parce qu'il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie associative. Et là, on voit très clairement, à force de tirer sur les associations, mais là, c'est l'exemple. Là, c'est vraiment une situation, c'est l'exemple type de ce qu'il ne faut pas qu'il se passe. Il faut que l'on soutienne les associations. Par contre, qu'on ne puisse pas travailler sur des programmes au long cours, pas que sur chaque année la petite subvention pour saupoudrer, pour faire son clientélisme. Non, c'est de travailler sur des programmes au long cours. Et là, ça veut dire s'entendre aussi sur des règles d'équité, sur des critères de travail, sur des enjeux que l'on partage. Voilà, parce que c'est une subvention, qu'elle soit en nature ou en argent, elle est là pour, en compensation d'une contribution à l'intérêt général. Et l'intérêt général, il s'évalue. Il s'évalue. C'est pas juste, ah tu as fait ça, ben, tant mieux. Il y en a qui ont fait 2 visiteurs, d'autres 500. Après, c'est pas que le volume qui fait. Et donc, c'est vraiment une logique de contrat. C'est de gagnant-gagnant à bâtir entre les associations et la collectivité. Et c'est ce que invite la charte. Voilà. Mais quels sont les... Moi, ce que je voulais... la question que je me pose, c'est ça, c'est quel est le motif de refus de signer ces chartes. À l'origine, quand on a fait avec M. Madi et M. le maire la première réunion, c'est vrai que le document que M. Bernard n'a pas manqué de lire, il est un peu dense, il y a une dizaine de pages, et c'est assez rébarbatif, c'est un peu imbuvable. Bon. Et donc, à la demande de l'ensemble des associations participantes, et on était bien plus que sur le doigt d'une main début octobre quand on a fait cette première présentation, il avait été souhaité par un certain nombre d'associations qu'on puisse leur résumer. Et donc on a fait ce travail, on s'est réunis avec certaines assos et nous-mêmes, et on a synthétisé ce document. Et on a représenté, donc un mois après, ce document résumé à l'ensemble des associations, à nouveau, en leur disant, écoutez, voilà pour ceux qui n'ont pas eu trop le courage de lire, voilà ce qu'il y a dedans, voilà ce que ça veut dire. Et donc on a récupéré effectivement encore un certain nombre de signatures, parce que on montre un petit peu... moi je ne vois pas de loup, je ne comprends pas. Ça veut dire que les refus de signer cette charte, c'est une méconnaissance tout simplement vraiment ou de la négligence aujourd'hui parce que comme la vie est arrêtée au niveau associatif, bah voilà, c'est de la... Après, il y a des associations qui sont sur le terrain
et qui peut-être n'ont pas eu de subvention en 2020 et qui ont continué pendant le confinement, certes, mais là qui se donnent à fond. Oui, tout à fait. Donc est-ce que ces assos-là sont quand même méritantes? Oui. Oui, mais honnêtement, ce sont des invitations. D'abord, une charte, c'est une invitation. Ensuite, nous avons sollicité prioritairement les associations qui avaient reçu une subvention en 2020. En 2020. Non, en 2019. Voilà, parce qu'en 2020, à cause du Covid, ça n'a pas pu. Donc, ça a été. Donc, il y a des associations qui interviennent souvent sur la commune et dont le siège n'est pas à Riance, donc on ne les sollicite pas. Par Non, contre, mais je parle des, donc il y a, mais quasiment toutes ont signé. Quasiment toutes ont signé. Non, parce qu'on serait en droit de se poser la question à savoir justement si le loup, il n'est pas dans les assos qui ne veulent pas signer cette charte. Enfin, parce que c'est pas le sentiment. Oui, non, mais bien sûr. Mais, bon, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que je veux dire. C'est pas un engagement. La crainte intuitive, c'est que les gens se disent mais qu'est-ce que c'est? Jamais j'ai signé un truc comme ça, pourquoi? Normal. Quelque part, on vous dit, bon, à partir de maintenant, si tu veux continuer d'utiliser la salle, il faut que tu me signes ça. Les gens qui montent des associations sont très au fait de... Oui. Voilà. Exactement. Et je précise aussi que le mouvement associatif, c'est le collectif des grandes associations nationales. Oui. Du FOLEB, le comité olympique sportif, etc. Donc, et toutes les associations adhèrent à une fédération nationale. On prend le foot, il y a la fédération nationale. Les personnes âgées aussi, à un moment donné. Voilà. Et donc, tout responsable associatif qui sait travailler, qui est impliqué, qui s'intéresse à comment porter son projet associatif, et qui à un moment donné, il travaille avec d'autres associations, et il voit que c'est toujours dans de la coopération. On ne progresse que collectivement. Donc voilà, c'est tout. Et honnêtement, je me rappelle, quand on a fait la présentation aux associations, quasiment toutes étaient là. Il n'y en a qu'une qui n'a pas pu être là parce qu'elle n'avait pas pu consulter la boîte mail. Elle dit, mais il y a eu un grand silence. Elle dit, mais jamais on aurait pensé qu'on aurait eu une telle proposition. C'est complètement un changement de considération. Et là, il y a eu un enthousiasme qui s'est levé. Parce que la collectivité ne considère pas les associations comme des troubadours ou des suppôts de la mairie. Non, vous êtes des professionnels, vous êtes des vigies, vous avez un rôle sur notre commune. Important, oui. Et on souhaite travailler dans du gagnant-gagnant. On ne doit pas rencontrer les mêmes associations que ce joueur. C'est pas aussi rose c'est que clair. vous le dites. C'est pas aussi rose que vous le dites parce que c'est nouveau. Une charte comme ça, c'est lourd. Ça engage. Il y a des réélections. Ils sont obligés tous les 2 ans ou 3 ans de changer le bureau, de faire tourner le bureau. Il y a une charte à rien à voir. Oui, si c'est dans la charte ça. Si c'est dans la charte. Oui, mais enfin, la plupart C'est des dans la assos... charte. Donc c'est devenu plus complexe par rapport aux conventions qui se passaient dans le passé. Donc c'est tout à fait humain qu'il y ait des réactions. C'est tout à fait humain qu'il y ait des réactions négatives par rapport à ça. Le bilan, ils avaient des conventions, ils devaient produire un bilan, ils devaient s'engager au moins à faire une action pour la municipalité, etc. Donc là, on est parti dans quelque chose qui est plus lourd et qui a été adapté et mis en place pour les grosses associations des grosses villes où il y a des enjeux financiers énormes. Monsieur Bernard, il est plus facile de donner de l'argent sans rien demander en contrepartie. Ça, c'est facile. Hein. C'est un choix qui a été fait. Moi, je fais oui. ressortir. Il y a quand même une obligation de remise de bilan à la préfecture, etc. Moi, je fais ressortir le fait que c'est pas aussi rose que ça. Il y a des tensions qui existent. Et je crois qu'il y en a une aussi. Je vous remercie de votre contribution à chacun. Nous allons passer au compte rendu de la réunion avec les entreprises rionnaises. Parole à Audrey. Du coup, je pense que j'en parlerai en même temps que je répondrai à M. Bernard. D'accord. On va faire un tir coupé par rapport aux déchets. Alors, le rapport santé-sécurité au travail. Alors, juste avant, on a eu le rapport aussi du diagnostic qualité de l'air à l'école qui a eu lieu mercredi après-midi. Donc, on va en profiter pour en parler.
puisque les prochains conseils municipaux seront assez chargés. Donc à savoir que ce diagnostic qualité de l'air à l'école avait été demandé par l'ancienne équipe municipale fin 2019 et qu'il a été réalisé mi-janvier 2020. Tout ça parce que c'est une obligation réglementaire et dans le but de prendre en compte les effets néfastes sur la santé de l'effet de l'air sur les écoliers. Vous avez bien travaillé cette fois-ci. Donc l'objectif avait été de s'assurer de la présence des moyens d'aération et d'évaluer leur état de fonctionnement. Donc au niveau des moyens, de l'évaluation des moyens d'aération, l'audit avait été fait le 17 janvier, donc il n'y a pas de gros soucis. Il y a des ouvrants à voir un petit peu si c'est un problème technique ou si c'était juste une obturation temporaire, mais rien de grave. Surtout, ce que nous avons retenu, c'est le programme d'action qui va nous être remis et dans le but de réfléchir lors de projets globaux sur l'école et également plus directement et plus rapidement sur les futurs achats. Voilà, avec des normes un petit peu à prendre en compte sur le matériel et sur les produits utilisés et le stockage des produits. Voilà, donc ça c'était bien fait. Voilà, ça c'était quelque chose de mis en règle. Dans les règles aussi, donc on avait voté le 17 décembre dernier la possibilité donc, de faire une inspection en santé et sécurité au travail. Donc la première partie de l'inspection a eu lieu le 12 janvier de cette année. L'inspecteur, dans sa première visite, a vraiment regardé ce qui portait sur l'organisation générale de la santé et sécurité au travail. Donc là, c'est vraiment des outils administratifs et réglementaires. Donc juste quelques points au niveau de l'acteur de prévention. Donc il y a bien un acteur de prévention, il faut justement continuer, il faut s'assurer d'une formation et continuer cette formation d'agents. Au niveau de l'évaluation des risques professionnels, donc il faut penser à remettre à jour le plan d'action, donc ça c'est ce qui va être mis en place. Et au niveau des risques psychosociaux, donc là il y a un travail à faire d'identification et de suivi également. Concernant le comité d'hygiène, sécurité des conditions de travail, donc les points réglementaires vérifiés sont bons, mais il reste une information à mettre en place. Au niveau du suivi médical des agents, sur 8 points, il y a 2 points à confirmer et 1 point non existant. Mais ça, ce n'est pas des choses incombant vraiment à la commune, puisque c'est quelque chose qui est géré un peu par l'extérieur. Et par contre, donc, obligation de mettre en place un registre santé et sécurité au travail et un registre de danger grave et imminent, puisqu'ils étaient inexistants. Et le document unique à mettre à jour et à faire valider. Voilà. Il y a et surtout les actions qui avaient été notées sur le document unique, qui n'est pas à jour puisqu'il était de 2016. Bien sûr, les actions n'ont pas été suivies. Et donc ça, ça sera un travail manuel de remise à niveau, mais on réfléchira à comment le mettre en place, puisque nous ne sommes pas des professionnels de la santé et sécurité au travail. Voilà pour cette part. Question? Non, non, je n'ai pas de question. Non, je voulais remercier Madame Rénin, parce que je suis souvent critiqué. Le maire, il a un projet de tout, donc je suis l'ancien maire, je suis souvent critiqué sur les conditions de travail, du personnel, etc. Je vous remercie d'avoir rappelé qu'on avait initié le contrôle de l'air dans les classes. C'était un peu obligatoire, Monsieur Bernard, quand même. Oui, alors, il y a tellement de choses obligatoires, et je vais vous en citer une, Audrey, c'est que quand je suis arrivé à la municipalité, il n'y avait pas d'assistant prévention. Vous avez cité tout à l'heure que l'acteur de prévention existait. Il n'existait pas. Donc, on a fait ce travail-là, et je n'ai jamais critiqué l'ancien maire qui avait en charge tous ces travaux-là. Et ensuite, M. Léal peut en attester, puisqu'il est là, on était en grosse difficulté par rapport aux locaux, qui étaient dans un état épouvantable. Ils travaillaient comme à l'époque des cavernes. Et lorsque oui, terre battue, enfin, c'était l'horreur. Pour le personnel, ils travaillent dehors, ils ne sont pas dedans, mais dedans, il y a un minimum qui est fait.
ne serait-ce que pour se changer, et les pompiers sont partis. Ils ont laissé un local impeccable à l'image de leur activité, c'est-à-dire avec une cuisine, avec tout ce qu'il faut, douche, salle de repos, et un local où on a pu, où le personnel qui travaille à l'intérieur a pu travailler dans les meilleures conditions. Donc il y a eu un travail énorme. Non, attendez, monsieur Bernard, là, il s'agit, la première partie des inspections, c'est de l'administratif. Donc l'inspecteur n'a pas été dans les locaux. Oui, non, mais et on en avait fait part déjà j'entends bien. Quand on a fait notre visite des locaux la première fois, je vous assure que j'ai vu un tas de hangars et tout ça. Là, j'avais l'impression que toutes les fautes étaient associées les unes aux autres. Mais en 2014, vous repartiez en courant. C'est pas non, c'était... Non, mais là maintenant le but c'est d'avancer, c'est pas de dire qu'est-ce qui s'est fait avant. Là on veut avancer et on veut mettre en sécurité tout le monde, d'où cette inspection. Donc là on part de Je vous félicite, c'est très bien parce que c'est un travail spécialisé, compliqué, etc. Merci. Voilà, donc je tenais à faire cette parenthèse depuis le temps qu'on est critiqué sur ces points. Merci Audrey. Donc, on va donc et ensuite, que reste-t-il? Vous avez des questions Moi j'avais deux questions diverses. D'accord. J'avais deux questions diverses. Alors la question 2, je peux vous la lire. Je vais commencer par la 2. Vous avez répondu en partie. Plusieurs associations rwandaises ont refusé de signer la charte des engagements réciproques entre État, communes, etc. Certaines semblent avoir été contraintes de la signer sous prétexte de ne pas se voir octroyer des subventions. Il y en a une qui me l'a dit, au moins une. Et, oui, je viens de le dire, Madame Meunier, il faut écouter, ou les locaux indispensables à leur survie. J'ai dit qu'une réponse avait été donnée en partie, donc si M. le maire estime qu'il a déjà répondu, c'est réglé. C'est réglé. Bien. Alors, c'est parfait. Alors, la question diverse numéro 1, c'est puisque j'ai commencé par la 2, parce qu'on avait déjà abordé l'affaire. Lors du précédent conseil municipal, j'avais indiqué une augmentation de la redevance des ordures ménagères 2021 pour les acteurs économiques que vous aviez voté la veille en conseil communautaire avec un rénal de plus de 50% par rapport à 2020 et non de l'ordre de 8% comme vous l'aviez soutenu. Tout comme le maire de Gabarna qui a voté contre, je vous ai manifesté mon indignation lors de ce conseil municipal. La réaction des entrepreneurs adhérents du Club des Deux Rives a été immédiate. On a vu ça dans la presse et les réseaux sociaux, bon, ça réagit de suite. La presse également a relayé leur mécontentement. Donc, Madame Rénal, qui est conseiller communautaire, Monsieur le maire, qu'est-ce qui peut être fait pour tempérer ces augmentations qui impactent lourdement nos entreprises locales? Alors, Monsieur Bernard, on en avait déjà parlé le 17 décembre, donc je vous invite aussi à réécouter la vidéo, mais cependant, je vais quand même vous répondre. Je vais vous réexpliquer, parce que dans un premier temps, vous parlez d'une augmentation de pourcentage. Or, il ne s'agit pas d'une augmentation de pourcentage, il s'agit vraiment d'une refonte du mode de calcul. Pourquoi il y a eu cette refonte du mode de calcul ? Donc en fait, c'est le calcul de la redevance spéciale, donc redevance que doivent les professionnels. On parle des professionnels. Hein, on parle uniquement des professionnels, hein. Il n'y a pas de souci. Donc en fait, c'est ce calcul de la redevance qui a été modifié. Ce calcul de la redevance est imposé par les textes de loi. Pourquoi est-ce qu'il a été modifié? Parce qu'au sein du CEMOCTOM, cette redevance n'avait pas changé depuis 2003. Que d'autre part, le coût du traitement des déchets professionnels était alors supporté par les ménages, puisque l'État, puisque le CEMOCTOM faisait la même chose chez les professionnels, le système de collecte était identique chez les professionnels que chez les privés. Donc le CEMOCTOM appelait une somme globale, et après c'était réparti entre les ménages et les professionnels. Donc ce qui veut dire que les ménages supportaient le coût des professionnels qui, on peut penser au vu des tailles des structures, produisent plus de déchets. Et troisièmement, donc c'est bien pour ça que le coût des traitements, il a été décidé, donc le coût des traitements des professionnels devait être intégralement supporté par les professionnels. D'accord. Donc, j'espère pouvoir vous convaincre que... je peux penser que c'était... Mais attendez, j'ai pas fini. Parce qu'on avait plusieurs choses à vous expliquer. Une réponse, une question. Et donc, effectivement, la majorité municipale, et moi
moi-même, enfin voilà, la majorité municipale, on est bien conscient de la brutalité de cette augmentation de la redevance, ainsi que donc nos collègues maires de la communauté de communes. Et donc c'est pour ça qu'au sein du CEMOCTOM, il a été demandé un assouplissement de la mise en œuvre de la redevance spéciale. C'est pour ça qu'elle est arrivée donc en 2021, alors qu'elle aurait dû être effective pour certaines communes à partir du mois de juillet. 2020. Donc après, je dois vous rappeler que le CEMOCTOM doit exécuter un cadre réglementaire et donc que nous, en tant qu'élus, et notamment Monsieur Joanneau et moi-même, nous sommes puisqu'on a voté effectivement pour, on est responsable de l'équilibre budgétaire qui s'impose à tout responsable d'une collectivité territoriale. Et c'est pour ça que nous nous efforçons à l'échelle de Rions de construire un dialogue entre le CEMOCTOM et les professionnels pour trouver un compromis acceptable des uns et des autres, puisqu'on ne peut pas passer outre le cadre réglementaire, que nous ne pouvions, que c'était quelque chose qui avait été voté. Et donc c'est pour ça que nous avons commencé à contacter les entreprises rionnaises dès la fin de l'année, quand on a commencé à avoir l'information de cette augmentation, que nous les avons rencontrées il y a déjà 3 semaines, et que justement nous avons réfléchi et nous les avons aidés en diminuant leurs factures et donc le volume de leurs déchets et leur nombre de bacs, puisqu'il s'agit d'un nombre de levées maintenant et non plus d'un abonnement. Donc on réfléchit, on les a aiguillés, soutenus pour réfléchir à comment réduire leurs déchets. Et justement au cours de la réunion que nous avons pu avoir donc il y a 10 jours, nous avons un très bon échange, justement pour réfléchir à nouveau sur comment les aider à baisser cette facture. Donc il en va de baisser leur volume et donc leur nombre de levées. Et en plus, il faut savoir que là, les professionnels de notre commune sont quand même des professionnels qui déjà avaient engagé une réflexion sur le tri de leurs déchets et donc sur la diminution de leur volume. Donc on ne peut que les pousser à continuer et les aider. Et donc, avant de conclure, je voulais quand même vous apporter un petit éclairage, Monsieur Bernard, en vous disant que la modification de la règle de facturation de la redevance a été prise en conseil syndical du CEMOCTOM le 10 mars 2020. Donc j'ai la délibération si vous souhaitez. Monsieur Léal était présent, donc je n'en doute pas qu'il avait dû quand même vous informer de cela. Mais le 10 mars, c'était peut-être une date où vous aviez d'autres enjeux en tête. Merci de vos contributions à ces délibérations. Je lève la séance.